ma chaîne Sylvestre Goodwill pour mon cours évaluation d'entreprise auprès de mes étudiants de Master 1 CCA, de l'IAE, de l'université, et puis également pour tous mes followers qui sont intéressés et concernés par le thème. Donc, nous commençons avec, pour ce chapitre 2, l'évaluation d'entreprise par l'actualisation des flux futurs de trésorerie. Alors, en introduction, les méthodes d'actualisation considèrent que la valeur d'entreprise provient exclusivement des flux futurs de trésorerie que recevrait l'actionnariat, à savoir les dividendes et le prix de cession à terme des titres le cas échéant. Les actionnaires espèrent percevoir une rémunération le plus souvent annuelle, régulière, sous forme de dividendes, qui correspond à une distribution d'une partie du résultat généré par l'entité. Et également, ils espèrent encaisser un prix de cession à terme et donc de réaliser une plus-value, différence entre le prix de cession et le prix à l'origine. Alors quand je dis prix à l'origine, c'est à l'origine de la date de décision d'acquisition des titres des actions par l'actionnariat. Bien évidemment, je me positionne ici dans le cas d'une plus-value, parce que parfois il peut y avoir une moins-value. Donc dans le cas où le prix de cession serait supérieur au prix à l'origine que souhaite verser un actionnaire. Alors, maintenant, là on est positionné sur le premier paragraphe d'un point de vue actionnarial, ce que souhaitent percevoir les actionnaires. Dans le deuxième paragraphe, nous sommes dans un point de vue plutôt centré sur l'entreprise, avec, selon l'approche des CF, Discounted Cash Flow, encore dite des Free Cash Flow, ou FNTD ou FTD, c'est-à-dire flux net de trésorerie disponible ou flux de trésorerie disponible. Bon, on utilise les 4 termes pour la même notion. Et bien, selon cette approche, se basant sur un prévisionnel de flux de trésorerie que capterait l'entreprise, l'approche considérait le flux de trésorerie disponible à l'issue de chaque année prévisionnelle et ne serait pas uniquement centrée sur le flux de trésorerie distribué sous forme de dividendes chaque année. Commençons par l'approche centrée sur les actionnaires, avec donc l'estimation à partir des dividendes. La valeur d'une action, et donc d'une société, en multipliant la valeur d'une action par le nombre d'actions représentatives du capital social, est censé correspondre à l'estimation de l'actualisation des dividendes et du prix de revente à terme de la société à évaluer. Si ce prix est lointain, son actualisation a un effet quasi nul sur la valeur de l'action. C'est la raison pour laquelle on parle de modèle d'évaluation à partir de dividendes. Dans un premier temps, l'évaluation sera basée sur un niveau constant de dividendes et dans un second temps, sur un niveau croissant pour consolider, fidéliser, attirer l'actionnariat ou si on est en situation de croissance de la société, cela irait avec une croissance du bénéfice annuel et du dividende annuel distribué. Bon. Précisons le modèle classique d'évaluation des dividendes dans un point grand A. La valeur d'une action dans ce modèle dépend du dividende que l'entreprise affiche et du taux de rendement K exigé par les actionnaires, afin qu'ils conservent leurs titres et donc naturellement ne les cèdent pas sur la phase des marchés financiers, phase chronologique de marché dit secondaire. Considérons le dividende qui va être versé prochainement. Donc on va l'appeler D1, c'est le dividende à verser pour la prochaine année. Et P0, le prix actuel de marché d'une action. PN étant le prix de revente du titre de l'action N années après le point de départ, donc qu'on va noter date 0. Donc là, nous pouvons effectuer une frise chronologique où nous avons P0 au départ et ensuite un certain nombre de flux qui vont être générés, D1, D2, D3, etc., DN et PN dans le temps. Et on va actualiser ces différents flux selon le taux de rendement exigé par l'actionnariat, c'est-à-dire K. Donc P0 va être égal à D1 divisé par 1 plus K. Bon, je vous invite à aller sur une de mes vidéos où j'explique le mécanisme dans un sens de capitalisation et dans l'autre sens d'actualisation. Donc maintenant, nous prenons le deuxième dividende, divisé par 1 plus K carré, le troisième, D3, divisé par 1 plus K puissance 3, etc. Donc j'ai dit D1 divisé par 1 plus K, D2 divisé par 1 plus K carré, plus D3 divisé par 1 plus K puissance 3, etc., plus Dn divisé par 1 plus K puissance n,
et Pn divisé par 1 plus k puissance n. Donc nous nous rendons compte que nous sommes face à une suite géométrique de premier terme U0 égale D1 sur 1 plus k. Et pour passer d'un terme à un autre, sachant que nous avons D1 est égal à D2 est égal à D3, eh bien, le deuxième terme, c'est donc, je dis D1 divisé par 1 plus k carré, eh bien, cela correspond à D1 fois 1 plus k. Cela correspond à D1 divisé par 1 plus k multiplié par 1 sur 1 plus k. Donc, nous sommes face à une suite géométrique de premier terme U0 égale D1 sur 1 plus k et de raison Q égale 1 sur 1 plus k, ou si vous préférez mathématiquement, on peut aussi écrire 1 plus k puissance moins 1. Nous nous rappelons que la somme des termes d'une suite géométrique de l'indice j égale 1 à n, des u indice j est égal à u0 fois 1 moins q puissance n sur 1 moins q. Nous regardons quand n tend vers plus l'infini, Pn sur 1 plus k puissance n tend vers 0. D'où P0, nous pouvons, alors j'ai mis égalité, mais ça va tendre, hein, c'est pratiquement égal, mais on va mettre égalité pour la formule qui est instaurée dans la littérature. Donc P0 est égal à, littérature économique et financière, est égal à D1 divisé par 1 plus K, donc là je prends le premier terme, U0, multiplié par 1 moins, la raison c'est 1 plus K puissance moins 1, donc élevé à la puissance n, donc ça fera moins n. Et divisé par 1 moins, nous pouvons aussi écrire Q, la raison qui est égale à 1 sur 1 plus K, donc on va diviser par 1 moins 1 sur 1 plus K. Donc cela nous donne D1 sur 1 plus K, multiplié par 1 moins 1 plus K puissance moins n, divisé par, on met au dénominateur commun, donc ça va nous faire 1 plus K moins 1 sur 1 plus K. Donc après on va pouvoir simplifier, puisque là nous divisons par A sur B, cela revient au même que de multiplier par l'inverse, c'est-à-dire B sur A. Donc là, donc là nous avons 1 plus K moins 1, donc le 1 et le moins 1 s'annulent, il reste K sur 1 plus K, donc divisé par K sur 1 plus K, c'est pareil que de multiplier par 1 plus K sur K. Donc du coup, on va se retrouver avec, donc je reprends D1 sur 1 plus K, multiplié par tout ceci, 1 moins 1 plus K puissance moins n, voilà, divisé par K sur 1 plus K, et donc ça va nous donner au final D1 sur 1 plus K fois 1 moins 1 plus K puissance moins n, et fois ici l'inverse, 1 plus K sur K. Donc nous obtenons D1 fois 1 moins 1 plus K puissance moins n sur K. Donc nous regardons quand n tend vers plus l'infini. À ce moment-là, 1 plus K puissance moins n tend vers 0. Si vous avez un doute, vous prenez des valeurs pour n par exemple est égal à moins 100 et vous verrez bien, et vous prenez un taux par exemple à 10%, 1,10 puissance moins 100, ça tend bien vers 0. Si vous voulez une approche plus empirique. Et donc on peut dire que à ce moment-là, nous avons 1 moins 1 plus K puissance moins n sur K, comme ceci tend vers 0, il va nous rester 1 sur K. La limite, ce sera 1 sur K. D'où P0, la limite quand n tend vers plus l'infini, ce sera 1 sur K. D'où P0 va tendre vers D1 fois 1 sur K. Donc on peut écrire une formule P0, c'est pratiquement égal, mais on va mettre égalité. P0 tend vers D1 sur K, on va mettre P0 égale D1 sur K en économie et en finance. Ok. Voilà, donc nous passons au slide suivant avec le point grand B, le modèle de croissance du dividende dit de Gordon et Shapiro. Alors ce modèle est adaptable en période de croissance économique ou dans l'optique d'attirer un actionnariat devenu rare. Considérons G de growth, croissance, taux annuel de croissance du dividende. Donc là, j'ai mis la frise chronologique, j'ai mis la frise chronologique avec P0 que nous cherchons, qui correspond à l'actualisation de D1, D2, D3, Dn et Pn, sachant que Pn, on va l'occulter, puisqu'il est extrêmement lointain. Le modèle considère que n tend vers plus l'infini, et donc c'est comme si la détention d'actions pour un actionnaire pouvait être transmise par voie successorale de génération en génération au niveau des familles. Bon, bref. Donc là, nous avons, ça reste une hypothèse d'école puisqu'on a un horizon on a un horizon infini.
Donc maintenant, alors, on peut quand même faire en sorte d'appliquer ce modèle, de faire en sorte d'appliquer ce modèle dans la pratique. Donc nous avons P0 qui est égal à, surtout si on est dans une culture de cash, c'est-à-dire de trésorerie pour l'actionnariat. Donc P0 égale D1 sur 1 plus K, plus D2 sur 1 plus K carré, etc. Donc ça, je répète mon raisonnement formulé antérieurement. Et là, D2 et D3, etc., ne sont pas constants, ne correspondent pas à D1. Si je prends D2, D2 correspond à D1 auquel on applique une croissance. Donc D2 est égal à D1 fois 1 plus le taux de croissance, 1 plus G. Maintenant, si je veux déterminer D3, D3 est égal à D2 fois 1 plus G. Mais comme je sais que D2 est déjà égal à D1 fois 1 plus G, donc je prends D1 fois 1 plus G fois 1 plus G, ce qui me fait D1 multiplié, alors là c'est un multiplié, pardon, ça c'est un multiplié, fois 1 plus G carré, etc. Donc maintenant nous nous trouvons face à une suite géométrique de premier terme U0 égale D1 sur 1 plus K, et de raison. Pour passer d'un terme à un autre, vous voyez que pour passer du terme, ce terme-là au terme suivant, je multiplie déjà par 1 sur 1 plus K, pardon, je multiplie déjà par 1 sur 1 plus K, et je multiplie par 1 plus G. Donc ce qui correspond à multiplier par 1 plus G sur 1 plus K. Voilà ma raison. Donc maintenant nous appliquons encore une fois, la somme des termes d'une suite géométrique. Premier terme U0 fois 1 moins Q puissance n, le nombre de termes. Donc Q c'est 1 plus G sur 1 plus K. Donc j'élève à la puissance n et nous divisons par 1 moins la raison, c'est-à-dire 1 plus G sur 1 plus K. Quand n tend vers plus l'infini, toujours Pn sur 1 plus K puissance n tend vers 0. Donc maintenant on peut écrire que P0 est égal à D1 sur 1 plus K. On occulte Pn, actualisé, donc fois tout ceci. Et maintenant, je vais simplifier. Donc on garde cet élément-là. Ensuite, au niveau de la simplification du deuxième élément, nous mettons au dénominateur commun en dessous de la grande fraction. Donc ça va nous donner 1 plus K moins 1 moins G sur 1 plus K. Donc là, il va nous rester K moins G en dessous de la grande fraction sur 1 plus K. Donc voilà, c'est ce que j'ai marqué ici. Donc on avance, ça nous donne D1 sur 1 plus K multiplié par, là on divise par A sur B, donc c'est pareil que de multiplier par l'inverse, B sur A. Donc B sur A, ça nous fait 1 plus K sur K moins G. Et ensuite on multiplie par ce qui nous reste ici au numérateur. Voilà. Et donc on obtient la formulation D1 sur K moins G fois 1 moins, entre crochets, 1 plus G sur 1 plus K puissance n. Maintenant, on va se dire, quand n tend vers plus l'infini, comment se comporte 1 plus G sur 1 plus K puissance n. Alors ici, il faut quand même que je précise qu'il y a une hypothèse sous-jacente au modèle, donc je vais la rajouter. Alors, hypothèse sous-jacente du modèle, oui, alors ça veut bien fonctionner, d'accord. Je vais prendre hypothèse, donc voilà, nous y sommes. Hypothèse avec K supérieur à G. Donc attention, hypothèse très importante dans ce modèle, pour avoir une formulation exploitable simplifiée. Donc là, si K est supérieur à G, eh bien 1 plus K à la puissance n, puisque là, quand j'ai 1 plus G sur 1 plus K puissance n, ça me fait 1 plus G puissance n sur 1 plus K puissance n. Donc 1 plus K puissance n va évoluer plus rapidement que 1 plus G puissance n. Donc l'ensemble tend vers 0. La fraction tend vers 0. Si vous avez un doute, prenez une application numérique, mettez par exemple K à 10% et G à 2%, et vous verrez, en prenant n égale 100, que l'ensemble tend vers 0. Donc comme l'ensemble tend vers 0 ici, eh bien, nous pouvons garder 1 fois D1 sur K moins G. Donc la formule va tendre vers, P0 va tendre vers D1 sur K moins G. Et nous allons mettre, pour simplifier, une égalité. Voilà. Donc, continuons. 1 plus K puissance n sur 1 plus K puissance n, ça me fait 1 plus G puissance n sur 1 plus K puissance n. Donc 1 plus K puissance n va évoluer plus rapidement que 1 plus G puissance n sur 1 plus K puissance n. Donc l'ensemble tend vers 0. Si vous avez un doute, prenez une application numérique, mettez par exemple K à 10% et G à 2%, et vous verrez, en prenant n égale 100, que l'ensemble tend vers 0. Donc comme l'ensemble tend vers 0 ici, eh bien, nous pouvons garder 1 fois D1 sur K moins G. Donc la formule va tendre vers P0 va tendre vers D1 sur K moins G. Et nous avons mettre, pour simplifier, une égalité. Voilà.
pour ce modèle de croissance du dividende dit de Gordon et Shapiro. Alors, même s'il n'y a pas de croissance, on peut appeler ce modèle de Gordon et Shapiro, puisqu'il suffit de se dire cas particulier de G égale 0, donc on tombe sur P0 égale D1 sur K, le modèle qu'on avait vu précédemment, qui en réalité est inclus dans le modèle de Gordon et Shapiro avec une croissance nulle. Donc là, pour synthétiser, si K supérieur à G, on peut appliquer le modèle simplifié P0 égale D1 sur K moins G. Si K est inférieur à G, donc là c'est plus délicat, effectivement on est obligé de, si je peux m'exprimer ainsi, de traîner une formule plus conséquente. Bon, donc là, voilà, ce sont des exemples de cours, hein, donc je vais aller assez vite sur ces exemples de cours, hein, soit 3% de croissance du dividende pour couvrir l'inflation. Alors, actuellement, ça ne va pas couvrir l'inflation, hein, on est d'accord, ça c'est un exemple un petit peu ancien, donc on va supposer que c'est une inflation modérée, hein, voilà, supposons qu'on soit revenu dans des temps normaux d'inflation, on va dire. Donc soit 3% de taux de croissance du dividende pour couvrir l'inflation et éviter la perte de pouvoir d'achat de l'actionnaire et aussi pour le fidéliser. Soit 5% le taux de rendement requis par l'actionnariat, soit un premier dividende de 6 €. Le nombre d'actions représentatives du capital est de 1 million d'unités. Donc là, ça va aller très vite. On pose D1 égale 6 €, K égale 5%, G égale 3%. On vérifie que K, alors c'est en minuscule, hein, pardon, est supérieur à G, 5% supérieur à 3%, donc P0 égale D1 sur K moins G, ça nous fait 6 sur 5% moins 3%, donc 6 sur 2%, 6 divisé par 0,02, donc c'est pareil que 6 fois 50, donc ça nous donne 300, 1 sur 0,02, ça fait 50, donc on a 6 fois 50, 300 si vous voulez faire du calcul mental. Et donc la valeur de l'entreprise, P0, ça correspond à P0 fois le nombre d'actions, donc 300 fois 1 million. Donc l'entreprise est valorisée à 300 millions. 300 € fois 1 million. Voilà. Maintenant, remarque, si on considère qu'aucune croissance n'était envisagée par l'actionnariat ou proposée par la société. Donc à ce moment-là, P0 égale D1 sur K moins G, G est égal à 0, donc ça nous fait 6 sur 0,05, 5%, donc 120. Et la valeur de l'entreprise est égale à 120 fois 1 million, donc 120 millions. Donc on se rend compte qu'on a un différentiel entre la première évaluation avec un taux de croissance annuel du dividende de 2%, de 300 millions. Deuxième évaluation, on est à 120 millions. Donc le différentiel est de 180 millions, ce qui est considérable. Donc on a un différentiel de 180 millions sur 300 millions, ce qui nous fait 60% de valeur de l'action de la société par rapport au modèle de Gordon et Shapiro, avec la croissance bien sûr. Et donc on voit que l'incidence du taux de croissance du dividende peut être considérable. Donc j'espère que cette vidéo vous convient. Et je vous dis, portez-vous bien. Et puis à bientôt sur ma chaîne Sylvestre Goodwill pour la suite de ce chapitre 2, évaluation d'entreprise. Bon, pour ceux pour lesquels j'aurai le plaisir de vous retrouver en classe, en Master 1, n'hésitez pas lors de la reprise à me poser des questions sur ce qu'on a fait en décembre et en janvier, puisque là ce sont des points de révision que j'aborde dans ces vidéos. Voilà, merci, à bientôt, au revoir.